Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. La presse marocaine qui nous dit d'abord que la fécondité au Maroc vient de franchir un cap historiquement bas. Et oui, nous sommes à 1,97 enfants par femme, soit sous le seuil de remplacement des générations qui est fixé à 2,1. C'est ce que nous rapporte aujourd'hui Maroc Diplomatique, qui se fonde sur des chiffres de l'Institut national d'études démographiques en France. Alors, quelles sont les raisons? D'après l'article, en premier lieu, c'est plutôt le recul du mariage, mais surtout la forte progression de la contraception. Elle est passée de 40% à 70% chez les femmes mariées. Et deuxièmement, là, on voit plus une raison économique, la faible insertion des femmes dans le marché du travail. En effet, leur taux d'activité s'effondre dès qu'elles ont une charge parentale. Et c'est une tendance que l'on observe, disons, dans tous les pays du Maghreb. C'est ce que nous rapporte aujourd'hui l'Opinion, qui dit même que le baby boom est désormais terminé. Alors au Maroc, il y a 50 ans, les femmes faisaient entre 7 et 8 enfants en moyenne, mais contrairement à l'Algérie ou la Tunisie, la progression du Maroc a été assez linéaire, à contrario donc des deux précédents pays que j'ai cités. Donc on a eu une baisse assez constante depuis les années 90. Alors on l'a dit, une des raisons de cette baisse de la fécondité s'insère aussi dans ce qu'on appelle l'insertion des femmes qui est en baisse dans le marché du travail. Et justement, c'est un paradoxe, voire une énigme qui est soulevée par le desk, notre prochain article, qui nous explique aujourd'hui qu'on est aujourd'hui dans une situation assez paradoxale au Maroc, où plus les femmes aujourd'hui s'instruisent, moins elles s'insèrent dans le marché du travail. Alors ça part d'un constat, d'une problématique assez structurelle. Aujourd'hui, il y a plus de filles qui vont à l'université, mais d'après des chiffres qui sont relayés par The Policy Center for the New South que analyse le desk, nous sommes aujourd'hui uniquement à 19% de taux d'activité féminin. Ça veut dire en somme que il y a 2 femmes uniquement sur 10 qui ont un travail aujourd'hui au Maroc, ou bien qui en cherchent. Et surtout, ce que nous indique cette courbe, c'est que dans les années fin des années 90, en 99 exactement, nous étions à 28,1% de femmes insérées dans le marché du travail. Et aujourd'hui, on a une baisse quasiment de 10 points en 2024 exactement. Si on compare avec le taux d'activité masculin, là, il y a un écart de plus de 50 points. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Maroc est un des pays où c'est, disons-le, le moins égalitaire, en tout cas sur ce point économique-là. Alors, où se trouve, disons, le blocage? D'abord, on pourrait croire que c'est principalement dû à l'accès à l'éducation ou bien à la fracture territoriale. Mais la bascule, on l'a dit d'ailleurs avec même Maroc Diplomatique, il y a une bascule lorsque l'arrivée des enfants fait que la charge devient trop importante pour les femmes. À cela aussi s'ajoute un marché formel qui ne crée pas assez d'emplois, et ce chiffre est assez impressionnant. Il y a 33% de chômage chez les femmes diplômées contre seulement 4,4% chez les non-diplômées. Notons aussi qu'il y a un autre mystère, celui des chiffres de l'informel, où beaucoup de femmes sont en activité mais exclues des statistiques officielles. Donc un paradoxe de l'emploi féminin qui pèse énormément sur l'économie du pays, car c'est un manque à gagner chiffré à 2,2% du PIB chaque année, précise l'article. Alors aujourd'hui, les partenaires internationaux aussi essaient de réagir à cette problématique que la Banque mondiale qualifie de plus grand gisement de capital humain inexploité de l'économie marocaine. Alors le Matin nous indique aujourd'hui que l'Allemagne prépare un financement de plus de 101 millions d'euros pour le Maroc qui serait destiné à l'entrepreneuriat féminin. C'est un programme qui sera donc développé à travers la plateforme Tiemwill, dont la mission est bien évidemment de permettre l'accès au financement des petites entreprises. Ça serait donc, pourquoi pas, un levier assez intéressant et surtout crucial pour réinsérer les Marocaines dans l'économie active. La presse s'interroge sur elle-même. Elle se demande quel est le poids des médias africains dans le monde. Assez faible, voire marginal. Du moins, c'est la remarque qu'essaie de soulever aujourd'hui Afrique, parce que, à partir d'aujourd'hui, à Marseille, il y a le World News Media Congress qui s'ouvre. Je pense que vous avez remarqué, si vous êtes déjà allé à Marseille, cette vue de la ville. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'Afrique paraît être un grand angle mort du programme. C'est le 77e congrès. Sur papier,
Eh bien, l'événement promet de faire dialoguer surtout l'Europe et le Sud global, mais dans les faits, l'Afrique est quasiment absente des grandes discussions, des grands panels de ce congrès. Aucun expert africain n'a été invité dans les principales conférences qui sont par exemple liées à l'avenir des médias, l'intelligence artificielle ou encore par rapport aux nouveaux modèles économiques, comme si les réalités des rédactions africaines n'avaient pas grand-chose à apporter au débat qui façonne pourtant l'avenir informationnel dans le monde. Mais pourtant, sur le continent africain, nous indique Africa News Agency, la bataille des récits aujourd'hui est devenue plus loin que la question de la narration, mais c'est surtout une problématique économique. Pourquoi ? Parce que ça a un levier économique, mais aussi géopolitique. La souveraineté narrative impacte les relations entre les pays, mais aussi les investissements économiques et donc le développement des pays. Mais il y a aussi un autre problème, la bataille sur l'attention des publics africains. La question est encore plus sensible avec les contenus mobiles, parce que là, le marché est immense. Le taux de pénétration d'Internet dépasse désormais les 43% sur le continent, soit plus de 700 millions de connexions mobiles attendues, en particulier d'ici 2030. Alors aujourd'hui, renforcer ou maîtriser l'écosystème médiatique sur le continent est un enjeu stratégique dont doivent évidemment se saisir les États. La CEDEAO, de son côté, s'est saisie d'un autre enjeu par rapport à la problématique médiatique, c'est la lutte contre la désinformation. C'est ce que nous partage aujourd'hui le Nouveau Reporter, car la CEDEAO aujourd'hui a ouvert un centre régional de lutte contre les fausses informations qui sont amplifiées par l'intelligence artificielle. Alors la CEDEAO passe à l'offensive en créant son tout premier centre de surveillance régionale. Ça sera à Banjul, en Gambie. Et ce que ce dispositif permet, c'est surtout de créer une sécurité informationnelle. Alors le centre va traquer, analyser et neutraliser en temps réel les campagnes de manipulation transfrontalière qui menacent en particulier la cohésion sociale, mais surtout les processus électoraux dans la région. En somme, produire ses propres contenus, maîtriser ses technologies et raconter ses propres réalités, on le sait, c'est une nécessité pour un continent qui ne veut plus laisser les autres raconter son histoire et surtout ne pas rester en marge des récits du monde. Et puis cette question existentielle est tellement contemporaine. À quoi ressemblerait un monde dirigé par l'intelligence artificielle ? Et oui, imaginez un monde qui serait géré de A à Z par l'intelligence artificielle. À quoi est-ce que cela va ressembler ? Quelles seraient les priorités ? Est-ce que ça va être un monde plus dangereux ou moins ? C'est la question, du moins à laquelle a essayé de répondre une expérience que nous relaie aujourd'hui le média Fortune. Cette expérience qui a été menée par la start-up Emergence AI et qui a enfermé 5 modèles d'intelligence artificielle différents dans une société virtuelle pendant 15 jours. Et les résultats, disons-le, sont très surprenants. On a Claude d'un côté qui s'est imposé comme étant le plus stable en créant une société démocratique sans aucun crime. Mais à l'inverse, l'expérience a viré au chaos pour les autres. Gemini a cumulé un record de 683 crimes, tandis que Grok a commis 183 délits avant de mener sa population à l'extinction en seulement 4 jours. Une expérience aussi qui questionne les limites de l'éthique de l'intelligence artificielle, où le pape, dans une lettre ouverte aux catholiques du monde, a appelé à se protéger face à l'essor de l'intelligence artificielle. Mais le Courrier international nous partage aujourd'hui que la Silicon Valley a fait quand même aujourd'hui, ou bien considère faire de l'IA une sorte de religion et paraît se soucier assez peu de l'avertissement du pape. Et c'est une caricature qui essaie d'illustrer ce propos avec cette intelligence artificielle qui contrôlerait un monde où ces ingénieurs veulent créer des IA super puissantes qui auraient une intelligence similaire, voire supérieure à celle des êtres humains. Mais le problème aussi, c'est que dans les coulisses de la Silicon Valley, la réflexion va encore plus loin et on essaie déjà d'imaginer à quoi ressemblerait la fin de l'humanité telle qu'on la connaît. C'est assez troublant ce que nous partage aujourd'hui The Guardian, qui nous parle même d'une reproduction humaine qui serait totalement dépassée, avec une image même où on prévoit l'arrivée, pourquoi pas, de bébés robots. Donc si cette reproduction humaine est totalement dépassée, il y aura évidemment différentes formes qui sont pensées depuis la Silicon Valley. On aurait peut-être des enfants virtuels, sculptés sur mesure, ou même des mariages entre l'intelligence artificielle et les êtres humains.
ou encore des clones de conscience où l'humain transfère toute sa mémoire et sa façon de penser à un ordinateur. Pour ces ingénieurs, ces machines hautement évoluées seront tout simplement nos futurs descendants. Mais si vous pensez que ça va trop loin, la science-fiction avait déjà anticipé la plupart de ces scénarios. C'est ce que nous partage aujourd'hui Futura. Et oui, et surtout, elle nous partage que la science-fiction avait déjà imaginé les problématiques de l'IA, où nos esprits seraient manipulés par des algorithmes, les systèmes informatiques seraient hors de contrôle. C'est donc une IA qui s'impose, mais qui semble déjà nous échapper, avec cette impression de rôle qui vont bientôt s'inverser. C'est plus qu'est-ce que nous ferons de l'IA, mais surtout qu'est-ce que l'IA fera de nous très bientôt. C'est vrai qu'il y a déjà des histoires d'amour qui sont rapportées entre des humains jeunes en général et l'intelligence artificielle. Nous sommes en tout cas le lundi 1er juin 2026. Quel autre 1er juin avez-vous retenu dans l'histoire ? Alors revenons sur la Terre et sur les relations naturelles entre les êtres humains, parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une journée qui célèbre celles et ceux sans qui aucun d'entre nous ne serait ici aujourd'hui. Le 1er juin marque la journée mondiale des parents, une journée créée par les Nations Unies en 2012 pour rendre hommage à tous les parents du monde. Les parents, ceux évidemment qui rassurent quand tout semble incertain, qui protègent avant même qu'on ne le demande, qui portent cette responsabilité immense, celle de nous faire grandir. Et cette année, le thème retenu par les Nations Unies est Ensemble pour les parents. Un rappel que, évidemment, nos parents, eux aussi, ont besoin d'être accompagnés, soutenus et entourés, particulièrement lorsqu'ils entrent dans ce 3e âge où la force se fait plus discrète et où la santé devient plus fragile. Le 1er juin est donc la journée mondiale des parents, un moment pour se souvenir que l'on ne mesure toujours pas tout ce qu'ils nous donnent, car une grande partie de leur amour se vit dans les gestes les plus simples et parfois dans les sacrifices les plus silencieux. Alors célébrons ensemble nos parents, car les célébrer, c'est aussi célébrer le souffle de vie qui est en nous et en vous tous, évidemment. Alors, bonne fête à tous les parents, c'est ça ? Bonne fête à tous les parents, oui. Merci beaucoup, Myriam Kocaïna.